Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de pouvoir compter sur votre présence effective. Le grand rendez-vous, c'est tout de suite. Et ce soir, on vous refait vivre l'ambiance au niveau du parc Pandjari. Des principales ethnies qui bordent Voilà, mesdames et messieurs, au menu ce soir, nous avons 4 rubriques. Le coronavirus fait trembler le monde et de nombreux morts viennent prouver que les mesures de protection et de prévention ne sont pas à prendre à la légère au Bénin dans le 30 mars prochain. Un cordon sanitaire va entourer certaines villes du sud Bénin et avec Heureuse d'Anandé, on revient sur ce qu'il faut retenir de ces dernières mesures de prévention contre la COVID-19. On s'intéresse aussi au COVID-19 avec l'expert ce soir. Eh bien, réseaux sociaux, applications, sites Internet, tous les canaux digitaux sont bons pour communiquer actuellement. Eh bien, il faut sensibiliser et il faut prévenir justement le mal. Quel pourrait être l'impact du digital sur la lutte contre la COVID-19? Vous aurez la réponse dans un instant. Le monde agricole fait un zoom sur la production de patates douces. La patate douce, ce tubercule très prisé des Béninois qui se produit dans des périodes bien définies. Comment se fait la production et quelle est la valeur nutritive de la patate douce? On en parle ce soir avec Machel Betoro et son invité. Eh bien, pour clôturer en beauté, vous aurez le plateau beauté au pluriel avec Fulgencia Routondi et son invité. On vous dit tout ce qu'il faut savoir sur ce qu'il faut faire, permettez la tautologie pour lutter contre les mauvaises odeurs corporelles. Ce sera dans un instant. Nous ferons également un tour du côté de la rédaction, mais avant, le premier plateau peut s'installer, le monde agricole.
Alors ce soir, on s'intéresse à la patate douce, comme annoncé en début d'émission. Mais avant de recevoir Machel Betoro et son invité, je vous propose de suivre un extrait du documentaire d'Armel Dosukago sur l'iam, un autre tubercule. L'iam, c'est une plante à tubercules très très importante pour notre alimentation. Au Bénin, par exemple, c'est consommé depuis le sud jusqu'au nord et de façon intense de Dassa jusqu'à Kandi, en allant vers Tokuntuna d'un côté et également vers Niki de l'autre côté. Donc c'est une plante très très importante sur laquelle la recherche doit se focaliser. Au niveau de la sous-région, le Bénin, avec un peu plus de 3,5 millions de tonnes, apparaît en 4e position, derrière le Nigeria en termes de position, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Encore que, s'il faut bien parler, cette statistique de la FAO me semble biaisée, parce qu'on ne peut pas comparer la production de plus de 200 millions d'habitants à la production de 11 millions d'habitants. Donc si lorsqu'on tient compte de la production par habitant, le Bénin bat de loin le Nigeria qui est en première position. Je parle en me fondant bien sûr sur les chiffres même de la FAO. Pour une bonne production de l'igname, déjà à partir du mois d'octobre, vous devez commencer par le défrichage et le labour. Et le labour, c'est en butte, on fait des buttes. Et c'est à partir du mois de décembre que vous allez commencer par planter ces ignames. Et les ignames qu'on plante, c'est des petits tubercules. Et ce ne sont pas des tubercules de grande taille, c'est des petits tubercules. Après la première récolte, on a une reproduction, c'est des rejets. Et ce sont ces rejets-là qu'on divise en des morceaux, en des petits morceaux, et c'est de là qu'on les plante. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc là un extrait du documentaire d'Armel Dosukago sur l'iam, nos tubercules. Le tubercule qui nous intéresse ce soir, il s'agit de la patate douce. Machel Betoro, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Anna. Comment vous allez? Ça va très bien. La pleine forme? Bonsoir. Je vois, hein, vous avez l'assurance. Ah oui, l'assurance de ceux qui n'aura rien. D'accord, c'est le plus important. Alors, notre invitée ce soir, c'est Madame Fawziat Sanoussi. Bonsoir, Madame. Bonsoir, comment vous allez? Ça va très bien. Alors, vous êtes experte en patates douces, si je puis me permettre. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous intéresse autant dans ce tubercule? Oh là là, la patate douce et moi, c'est une longue histoire. Et ce qui m'intéresse autant dans la patate douce, tout à l'heure vous avez suivi le documentaire sur l'igname, n'est-ce pas? Et la production annuelle au Bénin est estimée à au-delà de 3,5 millions de tonnes par année. Mais par rapport à la patate douce, elle est faiblement produite. Et c'est une toute petite racine, ça donne de toutes petites racines comparativement au tubercule d'igname. Mais comme le dit quelqu'un, c'est les toutes petites choses qui regorgent de très bonnes choses. Donc, elle est nutritionnellement riche comparativement à tout ça. Donc, c'est pour ça la patate, elle m'intéresse particulièrement. Merci. Machel Betoro, le plateau, Oui, il est à vous. d'avoir si bien planté les décors. Et déjà, moi, je veux savoir pourquoi on donne le nom patate douce. Le nom patate douce, je dirais, c'est un peu pour faire la nuance par rapport au thème anglo-saxon potato. En réalité, lorsqu'on dit potato en anglais, on fait allusion à la pomme. Alors, pour faire la différence entre la pomme de terre et la patate douce en anglais, il faut ajouter l'adjectif sweet, ce qui fait sweet potato pour désigner la patate douce.
Alors, en français, l'adaptation du terme anglo-saxon nous donne patate Tout douce. simplement. Voilà. Ça m'a toujours étonné, hein, patate. Pourquoi ce mot douce là? Mais je comprends plus aisément. Et elle Mais est elle est naturellement douce aussi, sucrée. hein. Voilà. Elle est douce aussi, hein, Si il faut Annette reconnaître. me dit, c'est que... Annette, est-ce que vous avez oui. testé pour nous? Oui, la patate, elle est douce, mesdames et messieurs, je suis sûre. Vous connaissez toujours une bonne vendeuse de Wally, de patates douces dans le quartier. On a toujours de bonnes adresses, hein, de vendeuses de patates Alors, douces. revenons au sujet. Est-ce que la patate douce a plusieurs variétés comme l'igname, comme le manioc, par exemple? Tout à fait. Comme l'igname, comme le manioc, la patate douce, il y a tellement de variétés au Bénin. Nos études ont montré que dans le sud et le centre du Bénin, on a collecté environ 108 cultivars dans le sud et le centre du Bénin. Et dans le nord, environ une cinquantaine de variétés ont été également collectées de patates douces. Mais je parle de variétés locales, des cultivars. Ces variétés locales ont besoin d'être caractérisées au plan moléculaire pour clarifier si c'est des variétés distinctes. D'accord. Et on pourra dire au Bénin, on a tel nombre de variétés de patates douces. Dans le sens général. Dans le sens général. Et je pense que même vous êtes venu sur ce plateau avec une variété, si je peux me permettre, c'est bien ça? C'est Oui. quel type de patate? Ça, c'est la patate à chair orange. La patate qui est très peu connue par le commun des Béninois. Ok, d'accord. Et c'est cette patate qui est plus riche en bêta-carotène, qui est le précurseur de la vitamine A. Ok. Et c'est la patate la plus promue au monde actuellement dans les programmes nutritionnels afin de lutter contre la carence en vitamine A qui affecte surtout les enfants et qui crée des décès prématurés chez ces enfants-là et qui affecte également les personnes adultes en créant la cécité. Et Je ça suis sûre affaiblit le qu'avec système Rose Alandé, on immunitaire. va revenir beaucoup plus sur voilà, le côté santé de la patate douce. Maintenant, sur le plan production, quel est le cycle de production de la patate douce? Comme je le disais tantôt, nous avons beaucoup de variétés locales. Et en fonction des variétés locales, le cycle peut varier de 2,5 mois à 7 mois. Ok. Donc, Quand vous dites voyez... 2,5 mois, c'est 2 mois et 2 demi. mois et demi. Donc, vous voyez déjà, le cycle de production est déjà beaucoup plus court que celui du manioc, que celui du l'igname. L'igname 9 mois, le manioc 7 mois, je Donc, pense. Oui. il y a intérêt à s'intéresser à cette Ah, plante-là. Et est-ce que tous les types de sols, c'est-à-dire tous les sols du Bénin sont adaptés à la production de la patate douce? Je vais vous faire une confidence. Vous savez, la patate est une plante très très peu exigeante. Elle peut se cultiver sur tout type de sol. Et C'est vrai ce qu'on qui a est- des images, je ne sais pas, je suis sûre que la réalisation pourra nous aider à les avoir. Mais en attendant, continuez. Voilà. Oui, elle peut se cultiver sur tout type de sol. Et en ce qui est intéressant au Bénin, nous remarquons que c'est une plante qui s'adapte aux zones agroécologiques du Bénin. Et À toutes les zones agroécologiques. bien sûr, et les producteurs en font jusqu'à C'est en bien ça, faire hein. un Ça, c'est quel type contre-saison. de patate C'est une patate à chair, à peau pourpre et à Ok. chair jaune, Ok, par d'accord, exemple. d'accord. Et ils en font jusqu'à en faire en contre-saison. Et vous allez remarquer sur le marché local, on en a pratiquement tout le temps. Juste la période de Ça soudure est aussi, vraiment mais très je crois très que ça, courte. par Merci contre, à c'est la la réalisatrice, variété. C'est la variété qu'on voit le plus. Hein. Ça, je dirais Ça même, ressemble vous beaucoup n'avez plus à même une pas pomme de beaucoup l'habitude de voir ça. Parce que la variété à chair blanche, à la peau blanche, qu'on a l'habitude de voir souvent, elle est longue. Ok. Donc, les formes des racines Aussi. que présente la patate douce aussi permettent de caractériser morphologiquement. D'accord. Ça implique une... Ah, comme celle-là. Voilà, vous voyez, C'est ce qu'on a celle-là, c'est l'habitude de encore voir. une... Voilà, Ah, c'est ok, une des variétés qu'on a d'accord. l'habitude de Merci voir beaucoup à souvent. Christelle, Donc, oui. il y a tellement de différences morphologiques au sein... Quand je vous dis, il y a au-delà de 100 dans la zone sud-descente, comprenez bien On qu'il y a comprend de déjà. petits critères Voilà. pour les différencier. Alors, vous aussi étiez en train bien. de parler des types de sols. On a parlé déjà des sols du Nord. Et vous pensez qu'au Sud, on peut aussi... Oui, je disais que ça s'adapte à toutes les zones agroécologiques Ok, du Bénin. ok, Et au d'accord. Bénin, d'ailleurs, la patate se produit plus au sud. sud qu'au Nord. Au sud qu'au Nord. Contrairement aux ignames. ignames. Voilà. Ok. Mais est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de la production, du taux de production qui est un peu faible. Est-ce qu'il y a des
critères qui sont liés justement à ce taux faible voilà, de production de la patate. Pourquoi est-ce que les producteurs se désintéressent un peu de la patate? En fait, c'est une question d'habitude alimentaire d'abord. Les producteurs en produisent. Jusque la production de la patate douce est plus faible que celle de l'igname et du manioc. Oui. Parce que le l'igname, elle est valorisée en télibor, en plein de choses. Bien sûr. Okay. Le manioc est valorisé en gari, en tapioca, en plein de choses. Okay. Mais la patate, elle n'est valorisée en rien du tout. D'accord. C'est bon pour frire, pour bouillir, pour faire des purées. C'est tout. Donc, si on trouvait un mécanisme de valorisation de la patate douce, les producteurs... Est-ce qu'il existe? Bien sûr. La patate, elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut faire des jus, elle peut faire du vin. Des jus de patate. Bien sûr. Elle peut faire du vin. Elle peut oui. Elle peut faire de l'alcool. Elle peut être également transformée en farine pour faire des bouillies, pour également fabriquer des produits de pâtisserie et de boulangerie. Vous voyez là, c'est des cossettes, c'est des patates qui ont été séchées et qui vont être moulues bientôt. Soit pour faire de la farine. Pour faire de la farine, qui peut être utilisée pour divers productions. D'accord, diverses utilisations. En dehors du côté transformation, quels sont les autres aspects sur lesquels on peut travailler pour permettre aux producteurs béninois de vraiment accéder à la production de la patate et afin d'accroître le rendement? Ok. En dehors de la transformation, il y a également l'adaptabilité des variétés, la résistance des variétés à l'attaque des insectes. La patate, si vous en achetez souvent, vous allez remarquer, lorsque vous achetez une patate récoltée aujourd'hui et de l'igname récolté aujourd'hui, ça ne se conserve pas sur la même période. Si, sur la même durée. Voilà, la patate pourrit plus vite. Donc, non seulement ça, la patate, quand elle reste à l'intérieur, vous allez remarquer parfois qu'il y a un insecte, comme un charalson, qui commence à l'attaquer. Donc, c'est susceptible à l'attaque de ces insectes. Donc, pour que les producteurs puissent s'intéresser, d'abord, il faut améliorer les variétés existantes pour qu'elles soient plus résistantes à l'attaque. Vous parlez de quel genre d'amélioration? Une amélioration à travers les recherches? Exactement. Génétique? Oui, amélioration variétale, je veux dire. Et également, peut-être adopter des variétés qui ont été testées, résistantes à ces insectes, qui sont nutritionnellement riches, mais qui, en même temps, sont acceptés par les producteurs et les consommateurs. Et aussi travailler les techniques culturelles pour pouvoir produire davantage, ces variétés. Tout à fait. Ok, d'accord. Et donc, pour nos producteurs qui nous suivent actuellement, si vous devez aussi leur recommander d'aller vers, c'est pas la production de la patate, quelles sont déjà les aptitudes à avoir pour pouvoir bénéficier de la production de la patate? Pour pouvoir bénéficier de la production de la patate, c'est très facile, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas d'attitude particulière. Parce que la patate, ça se produit par bouturage, comme le manioc. Et les tiges, il suffit d'avoir la tige et savoir couper la tige pour avoir environ 2 nœuds à enfouir dans le sol. Et lorsqu'on enfouit ces 2 nœuds dans le sol, certains le produisent en faisant des buttes ou en faisant des planches comme pour les jardiniers, ceux qui font les jardins. Mais d'autres le produisent simplement comme si on veut semer du maïs. Donc, elle n'est pas du tout exigeante. À chacun sa technique? Oui, à chacun sa technique. Elle n'est pas du tout exigeante, la patate. Même on peut le faire dans le jardin, à la maison. Mais attention, quand on veut le faire à la maison, dans le jardin, c'est une plante très envahissante. Lorsque vous en mettez un peu ici, la saison prochaine, ça risque de régénérer après les pluies parce qu'elle aime beaucoup l'eau. C'est pour ça se produit d'ailleurs plus pour terminer, est-ce que vous pensez qu'avec la production de la patate au Bénin, nous pouvons apporter une plus-value à l'agriculture béninoise? Tout à fait. Je dis une plus-value, ça dépend de ce que nous décidons d'en faire. Une plus-value, ça dépend bien sûr de ce que nous décidons d'en faire. La patate douce aujourd'hui, elle est connue comme frite, bouillie et purée. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle dans le monde de pain sans gluten,
la patate peut valablement nous aider en boulangerie. D'accord. Ou en faire. Merci beaucoup à vous, Madame Fawziat Sanoussi. Vous êtes docteur et spécialiste, je vais dire ce soir, en culture de patates. Aniat Bello, on retient tout simplement que c'est une belle production de chercher à aller vers la patate. Vous avez peut-être fait du manioc de l'igname. Expérimentez aussi la patate, le résultat est là. Et de plus en plus, nous irons peut-être vers l'exportation de ce produit. Pourquoi pas devenir le premier producteur de patates dans le monde, tout simplement. J'aime bien votre optimisme en ce qui est sûr. Moi, j'adore la patate. Donc, chers producteurs, continuez d'en produire. Nous sommes là pour consommer. On peut vous rassurer. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour la rubrique Monde agricole qui cède place à présent à l'expert. Voilà notre invité qui nous rejoint et qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais super bien. Valentin Agassou, Tout à fait. expert en digital. Avec vous donc ce soir, on s'intéresse justement à la riposte contre le coronavirus. On a tous constaté, et je suppose que vous avez fait le même constat que moi, qu'au lendemain justement de cette pandémie, beaucoup d'internautes béninois se sont mis dans la danse, que ce soit la prévention, que ce soit les mesures justement. Tout le monde est là, on est emballé, on ne fait que produire du contenu sur la COVID-19. Qu'est-ce qui explique cet engouement? Non, il faut déjà dire que, comme aujourd'hui, la COVID est déclarée par l'Organisation mondiale de la santé comme étant une pandémie, donc il faudrait que tous nous soyons informés. C'est vrai qu'au Bénin, souvent, on n'a pas trop peur quand on déclare peut-être une pandémie. Et je crois que l'engouement aujourd'hui, c'est ce que nous voyons, ce qui se passe un peu partout dans le monde. Et chacun trouve l'intérêt de pouvoir informer, que cela soit son ami, son prochain, son voisinage, à propos de ce qui se passe. Et il faut souligner aussi que la communication aujourd'hui est en train de changer de niveau. Nous ne sommes plus à l'étape de communication traditionnelle, où nous avons les télévisions et les radios seulement. Nous avons ce que nous appelons aujourd'hui les réseaux sociaux et également des applications de messagerie qui permettent de pouvoir communiquer beaucoup plus facilement. Je crois que c'est ce qui justifie l'engouement que nous avons aujourd'hui et qui facilite en fait la circulation de l'information sur la pandémie que nous avons, à savoir la COVID-19. D'accord, alors dans votre intervention, vous avez déjà un peu répondu à la prochaine question que je m'en vais vous poser. C'est le choix de ce canal. C'est un choix quand même, c'est vrai, c'est peut-être plus facile, mais moi je veux bien comprendre. Est-ce qu'il y a une autre motivation derrière le choix du digital justement pour communiquer par rapport à cette maladie? Je peux dire que d'abord, la communication par le digital est plus ou moins chère si comparée à la communication traditionnelle, accessible à tous. Et d'ailleurs, la majorité d'entre nous aujourd'hui possèdent de smartphones et puis nous avons une petite connexion Internet et nous pouvons faire partager des informations, que cela soit des images, des vidéos, des petits tests, beaucoup plus facilement. Donc je crois que c'est ce qui justifie le choix par la communication digitale dans notre société aujourd'hui. D'accord, mais justement, quand on parle de communication digitale, il y a plusieurs moyens. Quels sont les moyens les plus utilisés justement en ce qui concerne la COVID-19 pour communiquer sur le digital? Non, aujourd'hui, nous observons que les réseaux sociaux sont beaucoup plus utilisés. Pour ce qui est de Facebook, si vous me permettez bien de citer ces réseaux, nous avons Facebook, Instagram et autres. Mais ici, il faut souligner que les médias sociaux auxquels les gens ont plus accès, nous avons Facebook d'ailleurs qui fait partie des premiers, et nous avons des applications de messagerie telles que WhatsApp qui permettent aux gens de pouvoir envoyer un message audio rapidement ou bien un petit texte ou bien une photo dans un groupe. Et il faut comprendre aussi que les
groupes sont beaucoup plus développés. Aujourd'hui, on parle de groupes WhatsApp où des gens ont pris ça comme des activités. On a même des administrateurs qui se présentent comme étant des WhatsApp, administrateurs. et c'est devenu une activité passionnante pour plusieurs personnes. Je crois que ce sont les moyens qui sont les plus utilisés aujourd'hui quand je prends le thème de tout ce qui concerne le Bénin. En fait. D'accord, mais justement, lequel de ces moyens a le plus de portée selon vous? Alors, pour plus de portée, moi, je pencherais beaucoup plus sur Facebook parce que moi, je travaille, l'activité que je le fais beaucoup plus sur Facebook. Et nous constatons qu'avec Facebook, vous avez la possibilité de pouvoir atteindre un certain nombre d'audience ou bien de personnes, si nous allons parler en termes terre à terre pour que les gens puissent comprendre. Et aussi avec Facebook aujourd'hui, vous pouvez partager non seulement une petite image, mais une petite vidéo que permet à Facebook de faire une transition vers ce qu'ils appellent aujourd'hui une petite chaîne qu'ils appellent Watch, qui est comme YouTube, où des gens peuvent facilement suivre. Ces petites vidéos. Je crois qu'actuellement, Facebook fait partager plus l'information. Et d'ailleurs, quand vous voyez ce qui se passe dans des pays tels que la France, la Corée du Sud, l'Italie, où des gens font des mobilisations sur Facebook, juste par exemple pour pouvoir soutenir les médecins ou bien le personnel soignant qui est en train de travailler pour lutter contre cette pandémie. Donc je crois que Facebook aujourd'hui prend le devant pour cette communication. En ce qui concerne la pandémie. D'accord. Mais est-ce que vous avez l'impression justement que ces moyens-là ont une certaine portée? Est-ce que votre communauté a changé depuis que vous avez commencé par vous intéresser à cette pandémie? Qui sont ceux qui vous suivent, qui sont intéressés justement par ça? Ok, vous savez, moi, nous sommes membres d'une organisation du nom de NTC qui travaille dans le changement de mentalité des citoyens. Donc la définition, c'est un nouveau type de citoyen. Donc depuis que cette pandémie a été déclarée par l'OMS, nous avons commencé par communiquer. Et qu'est-ce que nous autres nous faisons? Nous faisons des petites images que nous envoyons, par exemple sur Facebook, nous avons des canaux digitaux tels que Facebook et autres, et puis nous partageons ces informations-là avec les gens. Ce que nous avons constaté, c'est qu'il y avait une certaine ignorance, une certaine indifférence par rapport à cette pandémie-là. Les gens se disent que c'est une maladie seulement qui se développe, par exemple en Europe. Des Blancs ici, il fait chaud, donc on ne peut pas avoir cette maladie chez nous. Mais nous sommes en train de pouvoir changer cette manière de voir les choses en communiquant sur la COVID-19. Et nous voyons que cela prend vraiment effet. Pour une petite anecdote. Donc, j'étais tout à l'heure, je passais devant moi parce que j'ai échangé hier avec un coiffeur à côté de moi. Je lui ai dit, mais quand tu coiffes les gens là, est-ce que avant que les gens entrent dans ton atelier, est-ce que tu mets quelque chose là pour leur permettre de pouvoir... Et tout à l'heure, je prenais par là et effectivement, j'ai été surpris de voir qu'il a préparé quelque chose pour que les gens puissent laver les mains et autres avant de pouvoir entrer dans le salon de coiffure. Alors, dites-nous un peu, quel pourrait être l'impact de l'usage de ce canal-là dans la lutte contre la COVID-19? Je pense que l'impact serait beaucoup plus positif, si je vais parler en ces termes. Mais il faut noter qu'aujourd'hui aussi, il y a ce que nous appelons les phénomènes de fake news qui se développent. Et il faut beaucoup faire attention, c'est-à-dire avant de partager, par exemple, une information, donc il faut vérifier. D'abord l'information, voir la véracité, est-ce que c'est véridique ce qui est en train d'être dit, et avant de pouvoir passer l'information. Mais je crois que l'impact serait positif et c'est d'ailleurs même ce qui a permis à d'autres personnes de contenir ou d'être en train de contenir le mal actuellement. Et je crois que je vais commencer à encourager encore ceux qui sont en train d'utiliser ces canaux-là pour pouvoir communiquer. Mais il y a quand même un aspect qui nous interpelle tout de suite, c'est qu'on s'est tous rendu compte que les premiers justement à avoir commencé par informer sur la pandémie, ce n'étaient pas forcément des acteurs du système sanitaire, ce n'est pas des acteurs de la santé. Est-ce que vous n'avez pas peur que certains puissent véhiculer des informations erronées, pas parce qu'ils veulent partager de la mauvaise information, mais juste parce qu'ils n'ont pas la bonne information? Oui,
Oui, je crois que c'est un problème qui se pose, mais je crois que ceux qui se trompent ou bien font des erreurs de partage d'informations, il y a des personnes adéquates qui montent en même temps au créneau. Et puis, par exemple, pour le cas du Bénin, où nous avons eu des informations par rapport aux gens du gouvernement qui ont été contaminés et autres, de prendre les dispositions. Mais nous avons eu des autorités qui se sont montrées au créneau pour donner la bonne information. C'est vrai qu'il faut, peut-être dans l'objectif de partager l'information, il faut aussi prendre ces dispositions pour pouvoir partager la bonne information. C'est ce que j'ai juste à conseiller. Alors là, c'est pour ceux justement qui sont influenceurs, ceux qui partagent du contenu. Mais pour le consommateur lambda que vous et moi, nous sommes justement, dites-nous un peu, entre intox, infox, info, pas toujours facile de faire le choix, de s'assurer d'avoir vraiment la bonne information. Comment est-ce que je sais que je suis en face d'une personne qui me donne une information sérieuse? Bon, au fait, l'outil, bon, peut-être on ne peut pas permettre à tout le monde d'avoir les outils pour savoir qu'une information n'est pas vraie ou bien qu'elle est fausse. Mais déjà, pour celui qui a déjà partagé l'information, quand vous voyez, par exemple, si je prends le cas des réseaux sociaux, si je vois le type de profil de la personne qui partage cette information, le cas de Facebook, supposons que la personne ait créé une page hier et qui partage une information aujourd'hui. Donc, pour moi, par exemple, je ne peux pas partager cette information. Je ne vois pas une certaine crédibilité dans l'information. Mais le type de profil qui partage l'information, si je vois que ce profil a un niveau de crédibilité donné, donc je peux peut-être dire que cette information est vraie, d'une part, et pouvoir la partager. Mais cela n'est pas toujours justifié, parce que nous avons aussi des grandes chaînes de télévision aujourd'hui qui peuvent aussi se tromper. Mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut toujours vérifier l'information au niveau de 2 ou 3 canaux pour voir si l'information... Alors, le temps qui nous était parti est terminé, mais je voudrais quand même avoir votre avis sur ce sujet. Que pensez-vous justement de ceux qui pensent qu'on en fait un peu trop justement sur les réseaux sociaux et que nous entraînons une forme de psychose liée à cette pandémie Covid-19? Donc, je vais dire que peut-être l'information n'est pas perçue de la même manière. Pas tous. C'est pour ça peut-être qu'il y a cette peur qui peut venir de partage d'informations. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faudrait que les gens comprennent que le mal existe et que l'information que les uns et les autres partagent sur les réseaux sociaux, c'est pour pouvoir les tenir en haleine, les informer sur les gestes barrières que nous avons, les gestes simples, se laver les mains et garder la distanciation de 1 mètre et limiter ses déplacements un peu partout. Donc je crois que tout ceci, ce n'est pas pour donner de la peur, mais c'est juste pour pouvoir informer, prévenir pour que nous soyons préservés de ce mal-là. Alors merci Valentin Agosso, nous disons ici sur ce plateau, vous êtes expert en digital et avec vous justement on s'est intéressé à ce digital-là qui est en premier plan face au coronavirus. Ce sera tout pour ce plateau d'experts. Nous accueillons à présent le salon de coiffure de BB24, notre rubrique beauté au pluriel, tout de suite. Alors, beaucoup, justement, sont gênés par cela. Vous ne savez pas de quoi je parle? Eh bien, je parle des mauvaises odeurs corporelles. Je connais des mamans qui en ont frappé plus d'un juste à cause de ça. Eh bien, j'espère qu'à l'époque, ça a disparu et que maintenant, vous n'en souffrez pas. Sinon, nous allons encore partager avec vous des astuces ici pour vous en débarrasser complètement. Mais avant, on suit cet extrait. Les odeurs corporelles qui s'appellent bromidrose viennent de 2 facteurs essentiellement. Et il y a un problème de métabolisme d'abord. Quand vous mangez certains aliments, par exemple de l'oignon, du poisson, des crabes, vous pouvez avoir une odeur corporelle. Et il y a le second facteur qui est un facteur constitutionnel, c'est-à-dire les gens ont une prédisposition à transpirer beaucoup et ceux-là ont
Également, beaucoup de germes. Ce n'est pas des germes qui peuvent les rendre malades. Les aisselles, le pubis et également le cuir chevelu. Ce sont à cette partie-là que nous avons les glandes sudoripares apocrines, c'est-à-dire les glandes sudoripares qui produisent la sueur mélangée à de la graisse. Les règles d'hygiène qu'il faut adopter pour se débarrasser de ces odeurs corporelles, c'est se les laver souvent, mais ne pas faire souvent usage de savon antiseptique. Ce n'est pas bon pour la santé. Si tu laves bien le linge, si tu te brosses bien les dents, si tu fais ton shampoing, tu te laves bien, tu changes une fois par jour tes habits, tes sous-corps, tes sous-vêtements et passer le citron, tu ne peux pas sentir. Prenons l'exemple d'une femme qui met les perruques ou bien les tresses ou bien comment on appelle, les tissages. Si tu n'as pas l'hygiène, tu ne peux pas garder. Vous voyez nos femmes, excusez-moi, quand ils sont en ville, tapent la tête comme ça et puis grattent. Parce que c'est sale, c'est pour ça. Quand je vois quelque chose en toi qui n'est pas bien, mais je te le dis. Je dis, ton odeur là, ma chérie, va chercher citron, va chercher alum, on appelle ça pierre d'Alain, et va chercher bicarbonate, même le sel qui est dans toutes les maisons, ça enlève les odeurs des aisselles. Voilà, Mémé nous a déjà partagé beaucoup d'astuces dans cet extrait justement réalisé par Fulgencia Otondi. Fulgencia qui nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Agnata. Comment vous allez? Ça va bien. Alors ce soir, on lutte contre les mauvaises odeurs corporelles. Justement, nous venons de voir le docteur Hugues Adegbidi qui nous a présenté en quelque sorte la source de ces mauvaises odeurs corporelles. Et ce soir, nous allons partager avec nos téléspectateurs des astuces. Et là, ce sera avec Madame Pélagie Asroko. Elle est esthéticienne. Bonsoir Madame. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Alors, dites-nous, quelle attitude adopter lorsque l'on dégage déjà une odeur corporelle ou lorsqu'un proche constate et vous le dit? Déjà, la première des choses, si je suppose que je suis au service et que je commence par sentir cette odeur-là, la première des choses à faire, c'est de prendre rapidement mon déodorant, d'accord? Et surtout, déodorant anti-odeur. Ah d'accord, parce que pour d'autres, c'est rajouter une odeur sur une autre. Bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Et ça, c'est pire. Donc, vous pouvez acheter votre déodorant anti-odeur. Il y en a qui sont spécifiés anti-odeur. Oui. Donc, il faut prendre la peine de lire. Il faut prendre la peine de lire avant d'acheter. Il ne faut pas acheter n'importe quoi. D'accord? Parce que lorsque vous allez acheter, par exemple, quelque chose sur le marché, ça va aggraver la situation simplement, au lieu de corriger ce que vous évitez. Donc il y a des déodorants qui, au lieu de camoufler l'odeur, en rajoutent une couche. Amplifie, justement. Ça aggrave la situation. Ça aggrave. Et c'est vrai, Annette, moi j'en connais, lorsqu'ils sentent un peu les odeurs, ils mettent des parfums, des déodorants sur déodorants et ça peste. Hein? Ça peste grave et merci déjà pour cette émission. Ça va vraiment les aider. Ça va vraiment les aider. Il faut simplement lire ce qui est écrit là-dessus pour savoir le rôle que ça doit jouer. Parce que le fabricant, avant de mettre ça sur le marché, il sait très bien le problème que ça doit régler. Si c'est anti-transpirant, si c'est anti-odeur, si ça va augmenter, donner de bons senteurs, ainsi de suite. Donc, selon le besoin, il faut faire le bon choix, en fait. Il faut faire le bon choix pour résoudre un problème bien précis. Et je me demande parfois, la qualité des vêtements que l'on porte ne favorise pas l'installation de ces odeurs-là. Oui. Je prends l'exemple de quelqu'un qui va à Missebo, parce qu'on est habitué à ça, qui va à Missebo, ils achètent. Ça, Missebo ici au Bénin, c'est le nom de notre marché rapide, d'accord. Lorsque vous prenez ces habits-là, il faut prendre la peine de laver ça au moins une fois. De préférence avec de l'eau tiède.
Lorsque vous utilisez l'eau tiède, ça enlève efficacement toutes les odeurs qui sont dedans. Toutes les anciennes odeurs, vous voulez dire? Oui, toutes les anciennes odeurs. Et il faut également porter des habits amples qui vont permettre à ce que la circulation soit vraiment, pour que le corps puisse respirer. Donc pas de Django pour une personne qui a des soucis d'odeur? Pour quelqu'un qui a ce problème déjà, de préférence pas de Django. Il faut que son corps puisse respirer et là, ça va éviter tous ces dégâts-là. Ça va éviter ces dégâts. S'épiler aussi n'est pas déjà une solution parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas s'épiler, il y a les poils qui traînent. L'épilation résout déjà à 50% ce problème. Ah oui? Oui. Ça résout déjà à 50% ce problème parce que lorsque vous avez des poils, la transpiration, tout ce que vous dégagez, les bactéries vont se stagner là. Et ça ne va pas, les sueurs ça ne va pas circuler. Donc l'idéal, c'est de s'épiler régulièrement pour faciliter la transpiration. Et là, ça ne gâte rien, ça ne gâte pas les bactéries. Du coup, vous n'aurez pas ces conséquences-là. Vous n'aurez pas à supporter les odeurs après. D'accord. Mais moi, il y a quand même quelque chose qui m'a toujours intriguée, Fulgencia. C'est que vous avez parfois l'impression que ces personnes-là, ce n'est pas toujours de leur fait. C'est comme si ces personnes ne sentaient pas ce que nous, qui sommes dans leur entourage, nous ressentons. Est-ce que vous êtes arrivé de recevoir en institut quelqu'un qui avait ce souci? Comment vous l'avez géré? Vous le lui avez dit ou pas? Bon, malheureusement, certains ne supportent pas. Donc, il nous revient à nous de trouver la bonne manière de le dire, avec tout le sourire, avec tout le respect. Ah, ma chérie, franchement, j'ai quelque chose à te conseiller. Arriver à la maison, chaque soir, utilise telle chose, ça va agrémenter l'odeur. Il faut savoir le dire. Il faut savoir le dire. Sinon, vous allez vachement la frustrer. Elle va se sentir très mal, elle ne va pas supporter. Donc, si vous voulez aider la personne là, trouvez la bonne manière et proposez-lui des solutions très faciles qui seront à la portée. Je suis contente pour cette solution, il faut que je partage cette anecdote avec vous. J'ai une tante, elle, sa solution, elle te dit carrément, mais tu ne mets pas ton doigt toi-même pour vérifier l'odeur qui est. Bon, c'est peut-être grossier, mais au moins comme ça, tu sais. En même temps. Au moins, tu es sûr de l'odeur qui est là. Mais ouais. Non. Alors, parlons des aisselles. Les aisselles qui dégagent, quels produits utiliser? Parce que nous avons des produits naturels qu'on utilise dans nos cuisines, qu'on peut utiliser pour se débarrasser de ces odeurs. Vous en revenez toujours à la cuisine, finalement. La cuisine, c'est pas seulement pour manger, c'est pas seulement pour manger. Je vous dis, premier soin, d'accord, pour prendre soin de son corps, commencez par la cuisine. Vous avez la tomate, vous avez du sel, vous avez du bicarbonate, vous avez de l'eau. Tous ces ingrédients-là, il n'y a même pas d'effet secondaire après à gérer. D'accord. Commencez par votre cuisine. Utilisez du sel, d'accord. Utilisez du citron. Comment on utilise le sel pour les odeurs corporelles? Lorsque vous voulez vous doucher, par exemple, vous pouvez mettre un peu dedans, dans l'eau. D'accord. Quand je prends par exemple du citron, 6 minutes avant d'aller se doucher, vous appliquez soigneusement ces endroits-là, surtout les aisselles, vous appliquez ça et vous laissez reposer au moins 5 minutes et vous allez vous doucher. Vous avez également la possibilité d'utiliser du bicarbonate, d'accord, que vous appliquez dans l'eau. Vous mettez dans l'eau et vous appliquez, ça soigne également. Il faudrait quand même le rappeler, il y a certaines personnes qui mélangent du bicarbonate avec du citron. Est-ce conseillé? Est-ce que c'est pas agressif? Voilà. Ça? Je me suis toujours demandé. Oui, ces soins-là, il faut toujours attirer leur attention là-dessus. Lorsque vous voulez appliquer les soins, que ce soit de maison ou bien acheté, vous devez connaître votre type de peau. Le tout part de là. Sinon, à vouloir faire du bien, vous allez encore agresser la peau. Bicarbonate plus citron, attention, c'est déjà un peu fort. Pour quelqu'un, par exemple, qui a la peau sensible, ça risque de créer encore autre dégâts. Donc, ces soins-là, il faut connaître votre type de peau. Est-ce que vous avez la peau sensible? Est-ce que vous avez la peau sèche? Est-ce que vous avez la peau grasse? Ainsi de suite. Donc, étudiez votre peau d'abord avant d'aller sur ces soins. Si vous ne connaissez pas encore quel type de peau vous avez, utilisez les choses moins agressives. Le citron simple, ça ne gêne pas trop. D'accord? De l'eau plus un peu de bicarbonate, ça ne va pas tellement agresser. D'accord. C'est en essayant, vous allez reconnaître plusieurs choses, voilà. Et là,
vous adoptez finalement un pour ma peau, j'utilise ceci et c'est très efficace. C'est terminé. Il faut dire, lorsqu'on parle de mauvaise odeur, il n'y a pas que les aisselles, il y a aussi la mauvaise haleine. Nous allons en revenir sur ce plateau. D'accord, le rendez-vous est pris, mesdames et messieurs. Donc, on revient sur le sujet de la mauvaise haleine. En attendant, beauté au pluriel ce soir, c'est terminé. Vous le savez, 19h45, c'est l'heure du journal. On rejoint la rédaction. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Observance des mesures préventives du Covid-19 au Bénin. Comment se comportent les usagers de nos marchés? Nous ferons un tour au grand marché d'Antokba pour le constat. L'usage des pesticides reste et demeure un problème pour l'agriculture et l'environnement. Quels en sont les impacts et quelle alternative à ces produits chimiques? Nous en parlerons dans cette édition. Il est sans doute le plus proche des personnes hospitalisées parmi le personnel de santé. L'aide-soignant contribue à l'autonomie et au bien-être des patients. Nous ferons un zoom sur ce métier. Face à la menace du coronavirus, le gouvernement béninois a pris des mesures préventives pour limiter au maximum la propagation du virus. Des mesures qui se résument au port de masques appropriés, de gants, d'une hygiène corporelle à respecter, d'une limitation des déplacements au strict minimum et d'une distance de sécurité sanitaire à observer. Cependant, le marché d'Antokba continue d'accueillir la clientèle. Les règles d'hygiène et mesures de prévention sont-elles observées? Comment les usagers du marché d'Antokba se protègent-ils contre la Covid-19? Suivez le reportage de Perspective Tossa. Marché d'Antokba. Nous sommes à Cotonou. Les mesures préventives du coronavirus sont difficiles à respecter. Ici, le port de masque contre la Covid-19 n'est pas une priorité pour beaucoup. Respecter la distance de sécurité sanitaire d'1 mètre est un véritable casse-tête. À Tokpa ici maintenant par exemple, c'est presque 100 personnes qui ont porté. Le reste là c'est nul. Ils ne portent pas. Même s'ils ont dit que la maladie est tombée par terre, les gens vont venir voir ça maintenant devant tout le monde. Les gens vont venir sans porter. Maintenant, on nous dit de rester à la maison, de ne pas aller à l'église, de ne pas aller faire les chemins de croix. Mais arriver au marché, c'est du désordre. Tout le monde est ensemble. Ceux qui s'est lavé, ceux qui ne s'est pas lavé, ceux qui ont lavé les mains, ceux qui ont caché le nez, tout le monde est ensemble dans le marché. Si le gouvernement peut prendre encore une autre mesure pour le marché, ça serait bon. Des mesures de riposte sévères sont souhaitées par les usagers de ce marché. Le gouvernement peut dire, pour prendre les mesures, pour dire, je donne 3 jours pour qu'on cherche un peu de manger et rester à la maison. Au moins pour une période de 15 jours, qu'on a dit là, une période de 15 jours, ça serait mieux. Au marché aussi, là, les vendeuses n'ont qu'à rester chez eux. Sur 100, je n'ai pas trouvé le cache-nez sur 10 personnes. Là où moi j'ai acheté maintenant, il n'y a pas quelqu'un qui a de l'eau ou bien du savon là pour que je puisse laver les mains. Ils n'ont pas de gel pour que je puisse passer pour les mains. Je sais qu'on aura faim, mais au moins, on va prendre une autre mesure. Si on a dit que tout le monde va rester à la maison, bon, moi je vois que c'est un peu difficile. On peut nous donner 3 jours. Là, ce ne sera pas difficile pour tout le monde. Parce que quand on dit 1 semaine ou bien 1 mois comme ça, bon, beaucoup vont mourir. Mais ces opinions ne font pas l'unanimité. Dame Clotilde pense plutôt à son chiffre d'affaires. Ne pas venir au marché est impossible et le gouvernement le sait. C'est d'ici qu'on tire nos revenus. Et moi, je ne porte aucun masque. Et pourtant, certains sont conscients des comportements à risque qu'il faut éviter face au Covid-19. Moi, je n'ai pas les moyens comme ça pour changer les masques. Je n'ai pas les moyens comme ça. Bon, j'ai acheté ça là, ça fait 2 semaines de moment quand même.
je lave et je reporte. Que les vendeurs se protègent pour qu'on se sente en sécurité en achetant chez eux. La pandémie du coronavirus s'explose dans le monde entier. Le Bénin se barricade contre la progression du virus avec de nouvelles mesures de riposte. Néanmoins, ici au marché d'Antokpa, les populations semblent ne pas prendre au sérieux l'urgence de se protéger et protéger les autres. Parlant toujours de la Covid-19, nous nous rendons au Sénégal où le fonds de riposte et de solidarité contre la Covid-19 sera doté de 100 milliards de francs CFA, a annoncé le chef d'État sénégalais. Les entreprises, les ménages, la diaspora seront soutenus. Les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, des transports et de la presse vont aussi bénéficier d'une remise partielle de la dette fiscale. Suivez le reportage. La situation est grave. Partout à travers le monde, des mesures sont prises. Plus de 140 pays sont touchés par le Covid-19, dont le Sénégal. Le chef de l'État l'a rappelé. Plus de 340 000 personnes sont infectées dans le monde avec 15 000 décès. Le monde est donc en guerre. Le président l'a réaffirmé. Avec 71 malades sous traitement, le Sénégal a pris des mesures pour endiguer la progression de la maladie. Plusieurs zones sont touchées dans les 4 arrondissements de Dakar, ainsi qu'Ambao, Yeumbeul, Guédiawaye, Rufisque, Tamba, Mbour, Thiès, Popenguine, Saint-Louis et Ziguinchor. Déjà 1561 personnes en contact avec la maladie sont suivies et seront confinées dans les réceptifs hôteliers par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, a annoncé le chef de l'État. L'heure est grave. Le contexte recommande donc des mesures fortes, car pour le moment, il n'y a pas de vaccin ni de médicaments homologués contre le Covid-19. Actuellement, plus d'1,7 milliard de personnes sont confinées dans le monde pour tenter d'endiguer la pandémie. Retour au Bénin avec un corps de métier sûrement très sollicité dans la crise sanitaire que traverse actuellement le monde. Dans les hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux au Bénin, ils sont reconnus par la couleur bleue de leur tenue. Eux, ce sont les aides-soignants, maillons essentiels de la chaîne du soin. Ils assistent le personnel soignant et assument aussi la propreté du cadre de travail et des plateaux techniques. Pour mieux comprendre le métier, Rodrigue Blondoumé et Patrick Adiagbodjou ont rencontré quelques aides-soignants pour nous au reportage. Au service social de l'hôpital de la Mère et de l'Enfant Lagune, Dame Laetitia est aide-soignante. 27 ans déjà qu'elle exerce ce métier. Dans les cabinets, on fait un peu de tout. On fait les soins, même les accouchements, on les fait. On aide les soignants. Seulement dans les centres de référence, les structures de l'État, on n'a pas habilité à faire des soins ni les accouchements. Au CHU Mel de Cotonou, son travail est d'assurer le nettoyage et la propreté de toutes les unités de soins. Dès qu'on finit quelque part, au bloc, à la salle d'accouchement, si on doit nettoyer, c'est eux. Parce que les microbes aiment bien la saleté. Ce sont eux qui constituent ce groupe d'agents qui assurent vraiment la propreté des lieux. Après une formation de 3 ans sur le tas, dans une clinique ou un cabinet médical, les aides-soignantes sont aussi assermentées à accueillir et écouter les femmes enceintes afin de les orienter vers la sage-femme. J'aide les médecins et les sages-femmes dans leurs tâches en cherchant les dossiers pour les femmes enceintes et les femmes non enceintes. Si on finit de travailler, on les reclasse encore à leur place. Si dans certains centres de santé, les aides-soignants ont pour rôle d'aider les patients qui sont dans l'incapacité d'assumer seuls leurs besoins primaires, dans d'autres établissements de santé, les aides-soignants assistent les médecins et sages-femmes dans tous les services de soins. Quand ils sont à la prénatale, on leur dit ce qu'ils doivent faire à la prénatale. S'ils sont aux urgences, on leur dit ce qu'ils doivent faire là-bas. S'ils sont en hospice, on doit leur dire. Mais c'est des gens qui comprennent très vite. Mais il y en a qui sont dans des unités spécifiques comme le bloc. Et comme le bloc a une couleur spécifique, on peut retrouver un aide-soignant qui ne porte pas le bleu là-bas, mais le vert. Au CHU Mel de Cotonou, il n'y a pas que les aides-soignants
qui portent la blouse médicale de couleur bleue. Il y a aussi les agents d'entretien. La différence qu'il y a entre aide-soignant et l'agent d'entretien, c'est que l'agent d'entretien, c'est un agent de la cour et qui s'occupe des bureaux. Or, l'aide-soignant, lui, il travaille dans des salles d'accouchement, il fait l'entretien dans la salle d'accouchement, aux salles opératoires. Donc celui qui n'est pas dans les salles, qui est hors des salles, est agent d'entretien. Travaillant le plus souvent dans une équipe pluriprofessionnelle en milieu hospitalier, l'aide-soignant participe dans la mesure de ses compétences et dans le cadre de sa formation à être le plus proche des patients. Au Bénin, le métier d'aide-soignant attire chaque année de nombreux jeunes passionnés par le monde de la santé. Tout à fait autre chose à présent, une semaine pour parler des alternatives aux pesticides chimiques. C'est du 20 au 30 mars 2020, un événement célébré chaque année pour informer le grand public sur les conséquences de l'usage des pesticides sur l'agriculture et l'environnement. Dans ce récit, Amandine Niamboso revient sur l'impact de l'utilisation des pesticides et les alternatives possibles. Depuis des décennies dans le monde, les pesticides de synthèse sont très utilisés. Dans l'agriculture, les parcs, les jardins, voire dans les maisons. Leurs dégâts ne sont pas aussi spectaculaires que ceux des criquets, mais leurs impacts sur les rendements agricoles sont réels et préoccupants. Chaque année, les pertes économiques dues aux pesticides se chiffrent en millions de dollars et menacent la sécurité alimentaire de dizaines de milliers de personnes. Les criquets, l'autre prédateur des productions agricoles, font tout autant de dégâts dans les champs. Pour lutter ou en limiter les effets néfastes, les cultivateurs ont souvent recours aux pesticides. En Afrique de l'Ouest, l'importation des pesticides augmente de 19% par an selon des chiffres officiels publiés depuis 1990, alors même que la production agricole ne progresserait que de 2,5%. Au-delà de leur coût, les pesticides ont un impact important sur la santé humaine, la faune sauvage et l'environnement. Souvent de mauvaise qualité ou illicites, les paysans et leurs familles sont fréquemment exposés à ces produits toxiques à forte concentration et au bout de la chaîne, les consommateurs sont également exposés. Selon de nombreuses études scientifiques, ces toxiques constituent un réel problème de santé publique. Il est donc nécessaire de se tourner vers des alternatives non toxiques. Heureusement, des systèmes alternatifs existent et se développent. Au nombre de ceux-ci figure l'utilisation de plantes aux propriétés pesticides plus respectueuses de l'environnement. Utilisées en Afrique de façon traditionnelle, les plantes à effet phytosanitaire sont employées de diverses façons. Production d'extraits appliqués sur les feuilles des cultures à protéger, utilisation sous forme de plantes entières ou d'huile essentielle pour protéger les denrées stockées, culture en association dans les champs. Plusieurs études ont évalué le potentiel des plantes pesticides utilisées traditionnellement en Afrique de l'Ouest. L'emploi de ces produits naturels permet dans certains cas d'accroître les rendements pour un rapport coût-bénéfice similaire à celui des pesticides de synthèse. C'est une activité artistique qui consiste à concevoir et réaliser différentes formes en volume par soudure ou assemblage issus de matériaux divers. Quelle est la particularité de la sculpture et mieux, quelles sont les aptitudes que doivent avoir les sculpteurs? Une équipe de notre rédaction s'est rapprochée d'un expert du domaine. Suivant plutôt. Quand vous prenez un sculpteur, vous pouvez avoir un artisan sculpteur, mais très bon, techniquement bon. Vous lui dites de te faire un portrait, c'est-à-dire il prend du bois, il vous dessine correctement, il vous sort dans le bois. Mais il peut ne pas être un artiste. Ça ne suffit pas, la technique ne suffit pas pour confirmer que c'est un artiste. Parce qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a un discours derrière, et il y a une démarche derrière. C'est pas celui qui pose juste un bout de bois, il est très bon, il sculpte et il pose. Ou il fait l'image de Marie, c'est un artisan.
Ma première sculpture, c'était, j'avais agencé le bois flotté, le bois de pirogue, avec des bouts de plastique. C'est-à-dire, en fait, à l'époque, je faisais des visages, je faisais des moitiés visages, en fait. Donc, il y avait une partie d'un visage et je représentais l'œil avec des, je dirais pas de la récupération, mais tout ce que je trouvais qui peuvent donner une forme d'une bouche et d'un œil. Très sincèrement, les artistes ont besoin de visibilité. Moi, actuellement, on est un collectif, un groupe d'artistes, on a quand même des idées, des projets, mais il n'y a pas une salle d'exposition pour accueillir nos œuvres, il n'y en a pas. Déjà, commençons par là, déjà. Il faut des lieux d'exposition. Les artistes ont besoin de s'exprimer. Ce n'est pas d'aller exposer dans les 4 murs, non. Il faut des vraies salles d'exposition. Il faut des espaces culturels. Là, ce qui va permettre à une génération, c'est-à-dire d'être déjà ancré, d'avoir cette éducation déjà, et ils vont grandir avec. Madame, Monsieur, merci à vous d'avoir suivi ce journal. Restez avec. Voilà, mesdames et messieurs, le grand rendez-vous se poursuit et là, eh bien, le dernier plateau, ça devrait être Nature et Bien-être. On vous l'avait annoncé. Le vice-président du Comité national de la crise Covid-19, Melchior Haïssi, aurait dû être avec nous, mais il n'a pas pu, justement. Vous le savez, comité de crise oblige. Il y a beaucoup de réunions, beaucoup de choses qui se font, justement, dans le secteur. Ce n'est que partie remise. Heureuse d'annoncer, vous donne rendez-vous encore une autre fois pour l'avoir sur ce plateau. Ceci pour qu'il puisse nous dire véritablement de quoi il s'agit quand on parle du corridor sanitaire. On aura l'occasion de revenir sur cette information. Eh bien, ce sera tout pour le bal des plateaux du grand rendez-vous, mais le grand rendez-vous n'est pas terminé. On refait un tour au parc Pandiaré. Des principales ethnies qui bordent la réserve de la Pandiaré. Et le nom initial c'est Pandiaré, qui signifie la grande rivière ou la rivière mâle en Pandiaré. Voilà, mesdames et messieurs, nous passons à présent à notre instant citation. La citation de ce soir, un peu liée à la pandémie, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Avec la complicité de la régie, la citation de ce soir dit ceci. On dit que la gentillesse est contagieuse. Je rêve d'une pandémie de bonté et de bonheur. On dit que la gentillesse est contagieuse. Je rêve d'une pandémie de bonté et de bonheur. C'est une citation de Faudil Benzefia. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres tout au long de ce numéro du Grand Rendez-vous. On se retrouve encore très prochainement, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.